Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle séance organisée par Shub Language Academy en partenariat avec The French House Jaipur pour notre Sunday Speaking Series Dire, dimanche d'idées, de rire et d'échange, parce que les plus belles idées naissent du dialogue. Et comme vous voyez, le thème d'aujourd'hui s'intitule Se libérer du superflu, le minimalisme, un nouvel art d'exister. Comme d'habitude, je vais contextualiser un petit peu notre thème d'aujourd'hui. Alors, le minimalisme est bien plus qu'une simple tendance esthétique. Là, je vais laisser les autres entrer. Bonjour, Monsieur Jay. Bonjour, Je vais très bien et j'espère que vous allez bien aussi. tout va très bien pour moi, merci beaucoup. Alors, nous allons démarrer la séance aujourd'hui. Alors, juste pour contextualiser, comme je vous disais, le thème s'intitule Se libérer du superflu, le minimalisme, un nouvel art d'exister. Alors, le minimalisme est bien plus qu'une simple tendance esthétique. C'est un véritable art de vivre qui invite à se recentrer sur l'essentiel. Dans une société marquée par la surconsommation, l'accumulation d'objets et la recherche permanente de nouveautés, le minimalisme propose une alternative fondée sur la simplicité, la clarté et la modération. Voilà. Il ne s'agit pas seulement de réduire le nombre de biens matériels, mais aussi d'alléger son esprit, son emploi du temps et même ses relations pour privilégier la qualité plutôt que la quantité. Adopter un mode de vie minimaliste, c'est apprendre à distinguer le nécessaire du superflu. C'est faire des choix conscients, réfléchir à ses priorités et se libérer de ce qui encombre inutilement l'espace physique et mental. En limitant les distractions, les possessions excessives, on gagne souvent en sérénité, en liberté et en autonomie. Le minimalisme encourage également une consommation plus responsable et durable, respectueuse et de l'environnement. Cependant, devenir minimaliste ne signifie pas se priver de tout ni vivre dans l'austérité. Il s'agit plutôt de créer un équilibre, de redonner du sens à ses décisions quotidiennes et de se concentrer sur ce qui apporte réellement de la valeur à sa vie. Les expériences, les relations humaines, le temps pour soi. Ça, c'est quelque chose d'important pour une personne. Alors, dans un monde où l'on nous pousse sans cesse à vouloir plus, le minimalisme nous invite à nous poser une question essentielle. Avons-nous vraiment besoin de tout ce que nous possédons pour être heureux? Ou cherchons-nous à combler un vide plus profond? Alors, c'est le thème d'aujourd'hui. Se libérer du superflu, le minimalisme, un nouvel art d'exister. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre opinion pour tout ce qui est le minimalisme? Est-ce que vous pratiquez cette approche dans votre vie? Alors, je vous passe la parole si vous avez quelque chose à dire sur ce thème d'aujourd'hui. Le minimalisme, est-ce que ça existe dans votre vie? Comment vous voyez le minimalisme autour de vous? Alors, Janet, vous voulez parler sur ça? Allez-y, je vous passe la parole. Oui, bonjour, bonjour aussi, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est le sujet, le minimalisme. C'est un sujet absolument nécessaire pour les personnes comme nous aujourd'hui, parce que nous avons, nous restons dans la vie qui est très vitesse de temps en temps. Donc, pour réduire la période de temps ou peut-être l'utilisation du temps ou l'espace vert, il est absolument nécessaire d'utiliser toutes les choses, n'importe quoi, comme le meuble ou l'espace ou les vêtements, pour sauvegarder non seulement l'argent, mais aussi la qualité de la vie. D'après moi, je pense qu'il est différents types d'aspects qui est essentiel pour le minimalisme. Par exemple, au lieu de consommer de l'espace en ayant un appartement grand, euh, une personne peut utiliser un espace comme un petit appartement. Par exemple, pour moi,
j'ai un petit famille, donc il n'est pas nécessaire de consommer beaucoup d'espace. Donc, j'utilise un espace qui est très petit, par exemple, un appartement avec un BHP. Donc, il n'est pas nécessaire de consommer beaucoup d'espace. Et ces jours-ci, j'ai utilisé beaucoup de temps ou d'argent pour vivre dans la vie quotidienne, par exemple, pour commander toutes les choses prévues sur Amazon. Mais j'ai observé mon mari et j'utilise le même exemple qu'il est absolument nécessaire pour sauvegarder de l'argent. Il n'est pas important de consommer les vêtements ou les livres qui est très cher, et etc. Donc, d'après moi, si la personne décide de devenir minimaliste, il pourrait possible d'éviter le gaspillage de l'argent de différents aspects. Ce n'est pas la mer à boire, d'après moi. J'ai fini maintenant, merci. Très bien, merci beaucoup, Janet. Vous avez raison, vous dites ce n'est pas la mer à boire. Alors, c'est quelque chose de faisable, on peut le faire, c'est pas si compliqué. Vous nous parlez de ce que c'est la mode responsable de réutiliser les mêmes vêtements, de les réutiliser, de les recycler. Alors, ça, c'est important de vraiment préserver et conserver et protéger notre environnement, notre planète. Et vous parlez de ce que c'est la vitesse effrénée de la vie d'aujourd'hui qui est vraiment piégée dans ce cercle vicieux de mettre au boulot dodo. Et comment est-ce qu'on peut s'en sortir? C'est à travers l'approche quand on va devenir minimaliste. Alors, minimalisme, c'est vraiment une planche de salut. Alors, merci beaucoup, Jeannette, pour recontextualiser avec vos points de vue. Très bien, merci. Alors, je passe la Merci. parole à vous, Meenakshi. Allez-y, on vous écoute. Merci, monsieur. Moi, j'ai des points à partager avec vous. Pour les dernières générations, vivre minimalement était leur normal. Avant la mondialisation et le commerce numérique, on a tout simplement acheté ce qu'on voulait, mais on était content. La vie était simple et il n'y avait pas de comparaison entre les modes de vie des autres personnes. Mais aujourd'hui, tout a bouleversé. La plupart de la vie est consacrée à poster sur Internet nos choix, nos expériences, notre mode de vie et enfin la vie entière à travers des reels, stories, posts, etc. Et en plus, malgré tout cela, il existe du FOMO. En voyant des reels et stories des amis qui ont vécu les différentes expériences que nous. Le deuxième facteur qui engendre la surconsommation est le fast fashion et le commerce électronique. Peu importe le produit, on est capable de l'acheter sur un clic. Par conséquent, on ne réfléchit pas si on en a vraiment besoin. Mais récemment, grâce à l'inflation et les prix élevés, les produits sont devenus difficiles à maintenir et le mode de vie est devenu vraiment difficile à maintenir. Les maisons ont devenu tellement petites, les espaces de stockage disparaissent. Cela a donné naissance à un nouveau concept de minimalisme, vivre avec des produits basiques et se déconnecter de comparer avec les autres. Moi, je suis vraiment pour ce concept qui décourage l'accumulation matérielle et qui incite des vraies relations sociales, ce qui est le besoin de l'autre. Merci pour cette opportunité. Parfait, très bien. Merci beaucoup, Meenakshi. Tout à fait. Alors, comment est-ce qu'on va contrôler cette approche si difficile des fois de l'achat impulsif? Vous avez raison. Dès qu'on trouve quelque chose autour de nous et qu'on se pose la question, est-ce que moi je suis en train d'aller vers le côté FOMO, comme on dit en anglais, vous avez raison, fear of missing out. Alors, pour ne pas perdre cette opportunité, je finis par l'acheter. Et dès que je rentre à la maison, je me dis, alors, ce n'est pas l'objet, la chose dont j'avais besoin. Alors, c'est vraiment quelque chose de difficile après de s'en sortir. Et vous avez même parlé de
de cette nouvelle approche, comment procéder par vraiment trouver le bonheur en tout ce qu'on possède. Et puis aussi les relations humaines et le temps qu'on passe avec les membres de sa famille. Alors ça nous aide énormément à avancer dans notre vie. Et vous parlez de fast fashion. Et donc aussi, comme disait Janet tout à l'heure, la mode responsable et comment minimiser sa consommation pour protéger l'environnement. Ça, c'est notre but et je dirais notre objectif commun pour nous tous. Très bien. Merci beaucoup, Meenakshi. Voilà, je vous passe la parole. Kashmiraji, allez-y, on vous écoute. Oui, bonjour tout le monde. C'est un sujet qui est très proche de mon cœur et le concept, le minimalisme, c'est un mode de vie qui consiste à vivre avec moins, mais mieux. D'accord? L'idée ici, c'est de garder l'essentiel et d'éliminer ce qui est inutile. Hein? Que ce soit les vêtements, que ce soit des objets, que ce soit des habitudes aussi, quelquefois. Donc, ce concept du minimalisme est, comment dire, est devenu plus acceptable pendant la COVID. Tout le monde s'est rendu compte que ce n'est pas nécessaire d'accumuler les choses parce que c'était très difficile de procurer des choses. Parce qu'il n'y avait personne, même en ligne, si vous commandez, c'était difficile de récupérer des choses. Donc, ce concept est devenu plus profond pendant le COVID. Et tout le monde a réalisé que ce n'est pas nécessaire d'accumuler des choses juste pour, même si vous n'avez pas besoin. Donc, c'est toujours mieux de débarrasser des choses. Et juste acheter des choses qui sont très utiles. Une autre, je voudrais dire que d'un côté, le minimalisme aide à réduire le stress. Quand notre maison est simple et bien organisée, quand vous n'accumulez pas toutes les choses dans le coin, donc la maison devient simple et bien organisée et on se sent plus calme. Ensuite, il permet aussi de faire des économies parce que vous ne dépensez pas beaucoup. Car on achète moins et on consomme de façon plus responsable. D'ailleurs, ce mode de vie est bon pour l'environnement car il limite le gaspillage. Donc, c'est bon pour notre écosystème. Cependant, le minimalisme n'est pas toujours facile. C'est facile à dire, mais difficile à pratiquer. Pour certaines personnes, même pour moi, se débarrasser des objets deviennent très, très difficile. Si j'ai quelque chose qui a une valeur sentimentale, je ne voudrais pas juste les donner à quelqu'un. Mais en revanche, avec le temps, on comprend que le bonheur ne dépend pas de la quantité, mais de la qualité. Donc, c'est toujours mieux de garder des choses qui sont utiles et de débarrasser des choses qui sont inutiles. Pour conclure, je voudrais dire que le minimalisme nous apprend à apprécier ce que nous avons. Et il y a un proverbe simple qui dit moins c'est plus. Donc, on doit être satisfait avec ce qu'on a et on ne doit pas rêver d'avoir tous et on ne doit pas comparer nous-mêmes avec des autres, même avec nos voisins. Donc, c'est important et maintenant avec les réseaux sociaux, Internet,
c'est difficile de pratiquer le minimalisme parce que tout est devant nous et on juste voit toutes les choses et euh, si vous n'êtes pas discipliné, vous allez commander toutes les choses et dépenser votre argent ou vous allez jeter de l'argent par la fenêtre, comme on dit. Merci. Très bien, merci beaucoup Cachemire Aji. En fait, c'était super bien parce que vous nous avez transporté dans la période où on était en pleine Covid et on a vu comment est-ce qu'on a survécu ces moments difficiles avec peu de choses, peu d'objets autour de nous et qu'on vivait vraiment d'une façon simple, humble et on pouvait vivre. Alors c'était quelque chose d'incroyable et que c'est vrai que même si on a un pouvoir immense de le faire, on peut finir par le faire. Mais c'est difficile, comme vous dites, c'est vrai qu'avec tout ce qui est autour de nous, le marketing, on est poussé à acheter des objets inutiles des fois, mais c'est quand même difficile. Mais comment trouver un équilibre entre ce dont on a besoin et comment se distancier par rapport à cette influence néfaste, pernicieuse, comment on va vraiment trouver son chemin pour avancer dans sa vie. Alors, la grande question qui se pose ici, c'est que pourquoi avons-nous envie d'accumuler? Parce qu'on a parlé de ce mot accumulation. Alors, pourquoi on a envie d'accumuler? Moi, je suis en train de vous montrer une photo. Voilà, vous voyez bien que cette personne qu'on voit, alors, s'intéresse à accumuler. Mais pourquoi? Pourquoi? Alors, c'est la question. Alors, le besoin de sécurité. Alors, posséder donne une illusion de stabilité. Plus on accumule, plus on a l'impression d'être protégé contre l'incertitude de la vie. Vous vous en souvenez très bien, comme disait tout à l'heure Kashmir Haji, que quand c'était la période de Covid, on a voulu quand même stocker. Il y avait très peu de provisions autour de nous, mais quand même, on a eu envie de tout stocker. Et puis aussi, c'est l'identité personnelle. C'est-à-dire, on associe souvent nos objets à notre identité. C'est à moi, donc cela fait partie de moi. Nos nos possessions deviennent une extension de notre ego. Et puis aussi, il y a la peur du manque. Qu'est-ce que cela veut dire? Inconsciemment, nous craignons de manquer plus tard. Alors, nous gardons, stockons, achetons au cas où. Au cas où, c'est toujours une question. Au cas où. Alors, c'est pour ça, pour limiter, pour éviter. Alors, on commence à tout stocker. Et puis aussi, la comparaison sociale. La société valorise la réussite matérielle. On accumule pour montrer son statut, aussi pour montrer son succès et sa valeur. Il y a aussi, comme disait Kashmir Haji, que c'est l'attachement émotionnel. Certains objets portent des souvenirs. Les garder, c'est garder une partie du passé. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Des fois, on dit que rien ne nous appartient pour toujours et tout est temporaire, les objets s'usent, les maisons changent, les relations évoluent et bien même notre propre corps change. Et donc, on pourrait voir les choses autrement. C'est à moi pour toujours, mais plutôt c'est à moi, mais pour un certain temps. Alors, c'est comment le faire? Alors, parce que reconnaître le caractère temporaire des choses nous confronte à une vérité plus profonde que la vie en elle-même, elle est impermanente. Alors, accepter que tout est en location et pour un moment demande maturité et détachement. Mais c'est compliqué de pratiquer comment se détacher. Et c'est vrai que des fois, c'est difficile. On a des peurs, on a des associations, on a des attachements avec certaines choses et on ne peut pas euh, s'en séparer. C'est difficile après. Voilà. Si vous avez quelque chose à dire sur ça, allez-y. On vous écoute. Est-ce que vous avez ce sentiment chez vous de FOMO ou d'achat impulsif? Comment vous surmontez cet aspect-là chez vous? Allez-y, si vous avez quelque chose à dire sur ça. Ok, on va continuer. J'aimerais bien vous montrer une petite vidéo que je vous ai préparée comme d'habitude. Alors, vider la maison, ça nous apaiserait. Le minimalisme, bon pour l'esprit. Alors, je partage mon écran. Regardez bien. Ok.
Voilà, je vous mets les sous-titres. Et parmi les grandes tendances, est-ce qu'il y a le minimalisme? On y vient. On y vient, on y vient. Le minimalisme, c'est ce nouveau truc hein, dont tout le monde parle et surtout dont Lily parle, elle nous en parle tout le temps. Donc Lily, explique-nous exactement ce que c'est que le minimalisme. Alors, le minimalisme, c'est réduire sa consommation, réduire ses achats, faire le tri, jeter, se concentrer sur l'essentiel, le naturel, vivre d'une manière beaucoup plus simple. Alors bon, tout le monde n'y arrive pas parce qu'en fait, on aime accumuler. Ah oui, moi je ne peux pas faire ça par exemple. Voilà, on aime acheter en plus. Alors on fait les soldes, on aime empiler parce que ça rassure, parce que ça fait du bien, parce que on est environné de plein de choses qui nous apportent du réconfort. Société de Et donc, consommation quand eh tu ben le tiens. voilà, C'est un peu c'est ça ça. quand même. Et les minimalistes, eux, pensent que justement le bonheur est dans le tri. C'est-à-dire que plus on se débarrasse de tout un tas de choses qui ne nous sont pas vraiment utiles, par exemple dans les produits d'entretien, pour faire une chose, parfois on a plein de produits. Il suffit d'avoir un seul bidon et on arrive à faire tout plein de trucs. Donc tout ça, ce sont des besoins qui sont créés par la pub, qui sont créés par les habitudes, voilà, et on n'a pas vraiment besoin de tout ça. Alors il paraît que c'est difficile à faire, mais que quand on arrive à le faire, on touche à une sérénité, à un bien-être, et que après, je ne sais pas, je ne l'ai pas fait, hein, mais après, on se demande mais comment on a fait pour avant, comment on faisait avant, comment on a fait pour avoir toute cette accumulation autour de Voilà, et donc ce n'est pas si simple, mais quand même, ce n'est pas le mer à boire non plus, vous avez dit, parce qu'il faut vraiment comprendre comment ça se fait. Et des fois, ce dont elle a dit, cette expert, cette dame, elle nous parle que des fois, l'objet principal qu'on est en train d'acheter, on finit par acheter d'autres produits liés à ça. Et donc, ça me fait penser à un téléphone portable. Vous voyez, le téléphone portable, pourquoi on l'achète? Pour communiquer, pour envoyer des messages, pour parler. Mais après, on va vraiment acheter des accessoires autour de notre téléphone portable et ça devient un vrai business, un vrai un système de marketing et surtout pousser les gens à acheter produits supplémentaires. Peut-être on peut vraiment s'en passer, c'est pas nécessaire, mais quand même pour montrer son existence, son attachement et de plus son identité, on finit par acheter ces produits-là qui sont les produits supplémentaires. Et de plus, c'est parce qu'on a pourquoi on accumule? Parce que c'est notre tendance, c'est notre habitude, parce que ça nous fait du bien et ça nous apporte du confort. Et aussi, c'est pour, comment dire, pour montrer que moi, j'appartiens à cette peut-être couche de la société en montrant que moi, je possède tout ça. Alors, mais quand on parle du minimalisme, se recentrer sur tout ce qui est important et tout ce qui est l'essentiel. Ça, comme je vous ai dit, ça me fait penser à cet exemple d'un téléphone portable. Je partage mon écran pour vous montrer cette image et on va en parler un petit peu et vous allez partager vos expériences. Est-ce que vous êtes dans cet état-là? Alors, voilà. Alors, en regardant cette image, qu'est-ce qui vient à l'esprit pour vous? Voilà, et donc au début, c'est quoi le but? Un besoin fonctionnel, c'est-à-dire on achète un téléphone portable pour communiquer, c'est l'idée, mais ici on ne parle pas de téléphone portable, on parle plutôt des accessoires, c'est-à-dire c'est quelque chose de superflu. Et puis aussi on voit qu'on achète un téléphone portable pour communiquer, pour appeler, envoyer des messages, rester connecté. C'est un objet utilitaire conçu pour répondre à un besoin pratique. Alors c'est à la base. Et puis qu'est-ce qui se passe? Ensuite, l'appropriation. Très vite, le téléphone portable devient plus qu'un outil, il devient mon téléphone. C'est mon téléphone à moi. Et dès que je dis que c'est mon téléphone à moi, je commence à personnaliser cet objet de base. Alors, nous ressentons alors le besoin de le protéger, le différencier et le personnaliser. C'est un processus psychologique appelé appropriation symbolique. Pourquoi achetons-nous des accessoires? C'est quoi la raison derrière ça? Alors, il y a des coques, c'est-à-dire mobile cover, et étuis, c'est-à-dire de mobile holders. Officiellement,
c'est pour protéger, bien sûr, mais inconsciemment, c'est pour exprimer notre personnalité, les couleurs, les motifs et les marques. À travers tout ça, je montre aux autres qui suis-je. Voilà. Et protège écran, recherche de sécurité, de contrôle, autocollant, charme, pendentif, ses besoins de singularité. Mon téléphone est différent des autres. Et puis aussi, on met des fonds d'écran personnalisés, c'est pour les projections de nos goûts, nos émotions et nos valeurs. Alors, le téléphone portable, c'est comme extension de soi. Aujourd'hui, le smartphone contient nos photos, nos messages privés, nos souvenirs, nos réseaux sociaux. Il devient une extension numérique de notre identité. L'orner, quand on va vraiment embellir, on va peaufiner notre téléphone portable, revient à orner une partie de nous-mêmes. Bien sûr, vous voyez, tout ce qui est autour de mon téléphone portable, c'est ma personnalité. Les couleurs que je préfère, les matériaux, le matériel que j'aime bien. Alors, je vais mettre ça autour de mon téléphone portable. Ou bien, ça peut aussi être quelques images pour montrer mon appartenance, mon inclination envers quelque chose. Et puis aussi, besoin de contrôle dans un monde incertain. Qu'est-ce que ça veut dire? Décorer son téléphone portable donne une petite sensation de contrôle. Ceci est mon espace, je le façonne comme je veux. Vous voyez? C'est pour montrer que moi, j'appartiens à cet espace-là. Ou bien, cet espace appartient à moi. Et puis, dans un monde imprévisible, personnaliser un objet quotidien apporte stabilité, on a dit réconfort. Dimension sociale, c'est-à-dire le téléphone portable est visible en public. Il communique indirectement notre style, notre statut, notre appartenance culturelle. C'est une forme discrète d'expression sociale. Alors, au départ, on voulait seulement communiquer. Vous voyez ça? C'était quoi le besoin de base? C'était de communiquer. Mais peu à peu, l'objet devient chargé d'émotions, d'identité et de symbolisme. Et bien sûr, orner son téléphone portable, ce n'est pas seulement décorer un objet, c'est affirmer « ceci fait partie de moi ». Et en faisant ça, on est vers la surconsommation. Et donc, comment est-ce qu'on peut réduire ça? Peut-être à travers le minimalisme, en se posant la question, qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Qu'est-ce qui est le truc, l'objet, l'objectif le plus essentiel ici? Et peut-être ça va m'aider à vraiment me distancier et de me débarrasser de tous ces aspects superflus. Est-ce que vous avez vu vos téléphones portables? Est-ce que vous avez bien orné vos téléphones portables ou ce sont les objets simples pour vous? Si vous avez quelque chose à dire sur ça, allez-y, on aimerait bien vous écouter. Pour moi, c'est un objet trop simple. C'est juste pour la protéger, pour le protéger, qu'on juste met en couvert. C'est tout. Oui. D'accord, très bien. Donc, vous comprenez comment avancer sans vous laisser guider par le marketing que je m'ai dit. Alors, très bien. Non. Merci. Très bien. Alors, je passe la parole à vous, à Anjana. Allez-y, on vous écoute. Oui, je suis tout à fait d'accord. Le rôle principal du téléphone est seulement de communiquer avec les autres. Il aide les gens à parler avec leur famille et leurs amis, mais même en distance. Mais le rôle de téléphone est complètement changé. Aujourd'hui, je pense, selon moi, l'utilisation du téléphone est étroitement liée à la mode. On peut utiliser son téléphone pour la nouvelle tendance comme YouTube, Instagram et les autres réseaux sociaux. De plus, les gens utilisent les applications comme les cartes pour visiter de nouveaux endroits comme le Google Maps. Et c'est pour la sécurité comme vous avez déjà ajouté. Et ainsi, le téléphone et ses accessoires sont devenus une partie importante de la vie et on peut connecter avec les personnalités aussi. Comme la couleur du téléphone, de quoi montre la personnalité de la personne, etc. Je pense. Tout à fait, très bien. Merci beaucoup, Anjana. Vous avez raison. En fait, on commence par un aspect simple, mais on finit par en créer beaucoup d'aspects compliqués. Très bien. Merci. Je passe la parole à vous, Pournima. On vous écoute.
Oui, bonjour monsieur, bonjour à tous. Ici, c'est un sujet très intéressant et comme tout le monde a dit, il y a beaucoup de choses pour apprendre dans ce domaine. Personnellement, j'ai vu ici au Japon et les générations jeunes, ils ont tout à fait, ils ont toujours occupé avec les choses qui n'est pas très importantes dans la vie. Aussi, par contre, on peut voir les générations vieilles, comme peut-être plus de 60 ans, comme ça. Ils sont très occupés à l'agriculture. À mon avis, ce n'est pas correct. Dans ce cas, si les générations jeunes, ils comprendre comment débarrasser les choses qui n'est pas importantes et pourquoi accumule les choses qui n'est pas utiles. Aussi, jusqu'à quand on peut faire ça? Si ils comprennent la réponse pour ces questions, je pense il y aura beaucoup de différences dans la vie et aussi quand même il peut vivre dans la sérénité et bien-être aussi comme on vient de regarder dans la vidéo. Merci beaucoup. Très bien, parfait. Merci beaucoup, Poulima. Alors, vous êtes au Japon et on comprend très bien que, en vous écoutant, on comprend que même dans la société japonaise, il y a cette tendance de sous-consommation. C'est un phénomène mondial partout. Mais quand même, quand on parle du Japon, on pense à des concepts comme wabi-sabi, par exemple, beauté de l'imperfection et de l'éphémère, c'est-à-dire même s'il y a des imperfections, on peut les accepter et tout ce qui est l'importance du vide et de l'espace, ça c'est important. Et donc, on a vu que même sur les réseaux sociaux, on a beaucoup parlé du minimalisme au Japon. Et donc, c'est déjà là ancré dans le système au Japon. Mais quand même, comme vous avez dit, que c'est une tendance mondiale où tout le monde est vraiment attiré, fasciné et captivé par le mode de surconsommation. Voilà. Merci beaucoup, Poulima. Voilà, on va continuer. Oui, Je voudrais ajouter allez-y. un autre point ici. Comme je n'ai pas dit, ce n'est pas la meilleure voie, mais je pense petit à petit, le vaso fait son nid. Comme ça, on va apprendre les petites choses et on va commencer à faire des changements dans notre vie. C'est pourquoi, personnellement, je pense, grâce à mon ami qui m'a inspiré beaucoup en utilisant les choses qui est très utile. Moi aussi, quand je pense, quand il y a pas de sens à garder, on doit offrir pour les autres et on doit détacher de ça. Merci. Oui, tout à fait. Très bien. En fait, le détachement, c'est quelque chose de très important, mais il faut s'entraîner, il faut pratiquer là, ça, et au fur et à mesure, je pense qu'on peut y arriver, mais je pense que c'est aussi lié à l'âge. Et donc, chacun a ses peurs spécifiques à un certain âge. On va en parler un petit peu, comment est-ce que les gens ont peur d'abandonner tout ce qui leur appartient. Alors, c'est compliqué des fois comme je vous ai dit, de s'en débarrasser. Alors, je vous montre une petite photo. Je pense que vous allez rapidement identifier c'est quoi cet objet-là. Alors, regardez bien. Peut-être vous allez comprendre ce dont je parle. Alors, c'était vraiment... Voilà, vous avez reconnu cette image. J'espère que c'est clair pour vous. C'était vraiment à la mode. Et puis aussi, c'est quoi la boubou? Donc, on a beaucoup parlé de ça, que tout le monde voulait posséder toutes les poupées de la boubou. Et donc, c'était dans une boîte surprise et qu'on se disait qu'on va collecter tous les modèles, toutes les poupées.
Voilà. Et donc, Labubu est un personnage issu de la série The Monsters, créé par l'artiste hongkongais, c'était Kazing Leung, et commercialisé par Pop Mart. Voilà. Et c'est une petite figurine au style mignon, mais légèrement étrange, les yeux expressifs, sourire un peu malicieux. Et comment cela a commencé? À l'origine, illustration et livres pour enfants, puis transformation figurine, c'était avec The Blind Box, c'est-à-dire les boîtes surprises et concept clé. C'était quoi le concept clé? C'était on ne sait pas quel modèle on va obtenir. Et donc, on avait cet aspect de surprise. Et aussi, on avait cet aspect, même je veux dire, la dopamine qui était là toujours pour trouver qu'est-ce que je vais trouver, qu'est-ce que je vais obtenir. Alors, cela crée l'excitation chez les gens. Et puis aussi, comment cela est devenu un phénomène international. On en a beaucoup parlé, même en Inde, il y avait des enfants, des adolescents, des adultes qui voulaient les acheter. Et puis, le marketing de Blind Boxes, le hasard stimule la dopamine comme un jeu. C'est-à-dire, je ne sais pas qu'est-ce que je vais trouver dans la boîte. Et donc, c'était la dopamine. Les réseaux sociaux, il y avait aussi unboxing sur TikTok et sur Instagram. Il y avait un effet viral. Et puis, la rareté artificielle, c'est-à-dire certaines éditions limitées deviennent très recherchées. Alors, dépêchez-vous, c'est le dernier objet et vous allez rater, vous allez manquer. Il ne faut pas rater cette opportunité. Et donc, c'était vraiment créé à travers un buzz. Et culture pop asiatique, c'est-à-dire influence de la culture kawaii plus la collection qu'on a vue. Et pourquoi tout le monde voulait en posséder? Alors, désir d'appartenance, effet communauté. Si je n'ai pas cette poupée-là, je ne fais pas partie de cette communauté internationale. Voilà, vous voyez, l'appartenance, ça devient quelque chose de très important, des fois pour se montrer faisant partie d'un groupe, d'une tribu. Et puis aussi, ce dont a parlé Meenakshi, elle a parlé de FOMO, la peur de rater la tendance. Et puis, collection, c'est vraiment un sentiment d'accomplissement. Ah, je l'ai obtenu, je l'ai eu, alors c'est ma réussite. Et puis, objet mignon qui procure réconfort émotionnel. Parce que c'est mignon, alors ça me donne du confort. Et après, spéculation, c'est-à-dire revendre plus cher. Peut-être si je vais revendre cet objet-là, ça va m'apporter plus d'argent. Et comment cela a mené à la surconsommation? Achat répété pour compléter une série. Il y avait des gens qui voulaient vraiment compléter leur série de toutes les poupées. Du coup, ils les achetaient continuellement. Puis aussi, il y avait aussi accumulation rapide et achat impulsif lié à la rareté, parce que c'était quelque chose de très rare, et puis aussi la production massive de plastique. Le plaisir est court, mais l'accumulation reste. Après, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Ça reste à la maison, les poupées, et elles traînent partout dans la maison, mais avant, on les gardait soigneusement, avec beaucoup de soins, mais après, vous voyez, c'est pas le cas. Ça traîne partout. Et puis, comment est-ce qu'on peut trouver un lien avec le minimalisme? Le phénomène Labubu montre comment un objet émotionnel devient accumulation, comment le marketing joue sur nos émotions et comment le désir dépasse le besoin. Le minimalisme pose alors une question essentielle, c'est que est-ce que j'achète pour aimer l'objet ou pour combler une émotion ou pour suivre une tendance. Est-ce que je suis en train de suivre une tendance? Peut-être je n'ai pas envie de suivre cette tendance, mais quand même, je suis obligé de le faire. Alors, posséder un Labubu peut être un plaisir innocent, mais en accumuler des dizaines interroge notre rapport au désir. Le minimalisme ne dit pas ne rien acheter, mais plutôt, il invite à acheter en conscience. Est-ce que vous les avez achetées, ces poupées? Allez-y. Oui, non? Ou vous avez vu les gens autour de vous qui les ont achetés? Oui, vous connaissez des gens autour de vous? Peut-être? Monsieur, j'ai beaucoup de collections de livres où il y avait beaucoup de motivation, beaucoup de titres de motivation sur les livres. Parce que j'aime beaucoup ce type de livre. J'ai beaucoup de stockage. Donc, ces jours-ci, pour éviter de gaspillage d'argent et peut-être suivre le minimalisme, il faut absolument nécessaire pour moi
de donner ce type de livre comme un cadeau pour les personnes qui l'utilisent Très bien. de temps en temps. Donc, il m'a créé un sentiment dans moi-même que je suis absolument très donneur pour moi aussi et pour les autres autour de moi aussi. Donc, il est comme un petit tri aussi, d'après moi. Merci beaucoup. Très bien, parfait. Merci beaucoup, Janet. En fait, c'est vrai ce que vous dites. On doit trier de plus. On peut faire des cadeaux aux autres. Bien sûr, ce sont les livres ou peut-être des messages ou même il y a des citations qu'on a bien gardées avec nous. On peut donner tous ces objets-là aux autres comme cadeau. Ça nous fait du bien, ça leur fait du bien aussi. Alors, c'est vraiment gagnant-gagnant pour les deux côtés. Très bien, merci beaucoup. Alors, je vois Upwan. Allez-y, Upwan, on vous écoute. Je vous passe la parole. Oui, bonjour monsieur, bonjour tout le monde. Je pense que les poupées à la boubou, ils deviennent populaires aujourd'hui, surtout à cause des réseaux sociaux, particulièrement l'Instagram. Et quand on voit ou je vois tout le monde les poster sur Instagram ou sur les vidéos avec comme vous avez dit, avec des éditions limitées ou avec des couleurs spéciales. Donc, ça donne envie d'en voir une aussi. Mais je pense que c'est également un aspect de FOMO, le peur d'être lésé. Mais de toute façon, personnellement, je n'en ai pas parce que j'essaie de ne pas acheter sous la pression sociale. Mais si j'avais plus jeune, donc j'aurais peut-être acheté, mais ce n'est pas le cas maintenant parce que maintenant je suis plus consciente sur mes choix personnels et en fait je suis quelque personne qui est toujours préoccupée par la question de déchets et l'environnement, crise environnementale. Donc, j'essaie toujours d'éviter ce type de consommation qui n'apporte la valeur dans ma vie ou n'apporte le bonheur. Donc, oui, je pense que la boubou, ce n'est pas un objet essentiel pour moi et c'est vraiment une distraction dans la vie. Oui, c'est ce que je pense. Très bien, parfait. Merci beaucoup, Open. C'est bien ce que vous dites parce que il y a aussi la pression sociale dont vous parlez parce que même si on n'a pas envie, on finit par en acheter une et puis vous dites que si vous étiez jeune, peut-être vous l'achèteriez, mais c'est pas le cas. Mais c'est pas grave. Et puis aussi, vous êtes vraiment consciente de vos choix envers l'écologie, l'environnement. Je pense que quand on est conscient, on comprend bien l'usage, l'utilisation et l'importance de tous nos achats et quels sont les impacts nocifs et néfastes qui sont sur l'environnement. Et donc, il faut vraiment faire en sorte que ça soit quelque chose de positif pour l'environnement aussi. Et comme on dit en français, c'est-à-dire les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et donc, chaque pas vers l'environnement, la nature, la terre va vraiment l'embellir et va la protéger. Ça, c'est important. Très bien. Merci beaucoup, Juan. Alors, je vous ai préparé une autre vidéo basée sur le minimalisme que je vais partager avec vous. Alors, regardez bien. Voilà, la clé du bonheur au minimalisme. Je mets les sous-titres pour vous. C'est bien. Vous y avez peut-être déjà pensé. Videz vos placards, vous débarrasser du superflu. Le but, c'est pas d'avoir 15 objets, c'est d'avoir les objets qui nous parlent et qui sont utiles. Ce phénomène a un nom, le minimalisme. Derrière ces appartements désencombrés, une réflexion globale sur la société de consommation. On nous promet que plus on accumule, plus on met à jour, plus on rachète, plus on va trouver du sens dans notre vie, certaine satisfaction dans notre vie. Et je pense qu'on arrive à une époque, en tout cas dans les sociétés occidentales, où on se rend compte que c'est pas vrai. Qui sont ces gens qui décident de vivre avec moins d'objets?
Enquête au cœur d'un mouvement où le bonheur est simple comme un placard vide. En banlieue parisienne, nous avons rendez-vous avec un homme qui a fait le ménage. David Schoenberg s'est lancé dans le minimalisme il y a maintenant 4 ans. Qu'est-ce que j'ai ici de spécial? Pas grand-chose. J'ai quand même 3 chemises, j'ai un pantalon, j'ai qu'une paire de chaussures, c'est celle que je porte aux pieds. Le reste, c'est pour courir. J'ai ma chambre à coucher qui tient dans mon placard parce que c'est un futon, donc je dors sur le sol. J'ai pas de four, j'ai pas de micro-ondes, j'ai pas de mixeur, j'ai pas de robot, j'ai pas de machine à café. Mais j'ai quand même 2 casseroles et j'ai 4 tasses, donc je peux inviter 4 personnes à boire du thé. Presque toute sa vie tient dans ces quelques boîtes posées par terre. Un moyen de simplifier son quotidien, de gagner du temps et de donner du sens à sa vie. Est-ce que vous avez l'impression d'être un extrémiste? Je dirais que je suis normal en fait. Mais c'est notre société de consommation effrénée qui est complètement folle. Le système de croissance pour la croissance, sans morale ni état d'âme, c'est fou. Sur les réseaux sociaux, le mouvement est devenu un phénomène. Le hashtag minimalisme rassemble sur Instagram plus de 13 millions de publications. Sur YouTube, ce genre de vidéos Welcome to our new apartment. Come on in. Cumule des centaines de milliers de vues. This is the living room. So over there we will have like a lounge area, and over here in front of the window we will have like our office space. La vidéo de cette jeune femme qui fait visiter son appartement quasiment vide a été commentée plus de 11 000 fois. Was it fun to see our place? Are you like looking forward to seeing more videos? À l'origine de ce mouvement, il y a cet homme. Fumio Sasaki est japonais, il a 38 ans et il s'est débarrassé de la plupart de ses objets. Il nous a envoyé des photos de son appartement avant et après ce qu'il appelle sa prise de conscience. Grâce au minimalisme, le temps que je passe à faire ce que j'aime a augmenté. Et comme je ne possède pas grand-chose, je peux aller n'importe où. Là, je suis aux Philippines, par exemple. En ce qui concerne mes relations amicales, là aussi, j'ai décidé de ne plus m'attacher. Ce n'est plus ma priorité et j'ai plutôt envie d'aller découvrir le monde. Au départ, le minimalisme est une philosophie. Il est devenu une tendance, certains en ont même fait un business. Dans le nord de Paris, l'heure est au rangement chez Amandine. Elle a fait appel à une coach pour trier sa garde-robe. Je vais pas avoir suffisamment de recul pour me dire bah oui, ça sert à rien de le garder, je vais tout remettre dans mon dressing. Et du coup, bah, ça m'effraie de m'attaquer à ce pan de mur qui déborde. Émilie va passer 3 heures à l'aider à trier ses vêtements. 16. 43 débardeurs. 14 robes. T'as 175 pièces dans ta garde-robe. Il faudrait qu'on arrive à la fin de ce tri sous la barre des 60. Tout ça pour 250 € la séance. Une activité lucrative puisqu'Émilie effectue entre 2 et 3 coachings par semaine. Quand on lui demande si ce n'est pas un peu cher pour trier ses affaires, voici sa réponse. Cher, ça dépend pour qui. Bah déjà oui, effectivement, il faut avoir les moyens, mais après c'est vraiment un investissement, c'est-à-dire qu'on investit du temps, on investit de l'argent pour être conseillé, pour mettre en place des nouvelles habitudes qui vont nous permettre de nous libérer. Normalement, c'est efficace pour tout le reste de la vie, donc il faut plus voir ça comme un investissement. Certains coachs demandent jusqu'à 890 € pour une demi-journée de tri. Pour devenir minimaliste, il faudrait donc casser sa tirelire. Alors, ce mouvement est-il devenu la dernière tendance de consommation? Florie Bushler est créatrice d'un podcast sur le sujet. Pour elle, ce concept est aujourd'hui un argument de vente pour les marques et les entreprises. Étant donné que le minimalisme est à la mode depuis quelques années, bien évidemment que ça devient aussi un objet de business. C'est un peu simple is the new black si on veut. C'est-à-dire que vu qu'on sait que beaucoup de gens s'y intéressent, et ben, si on veut faire de l'argent avec ces gens-là, et ben, on peut utiliser le minimalisme comme un argument marketing. Alors que les minimalistes rejettent le superflu et la société de consommation, seraient-ils en train de se faire rattraper par leurs vieux démons? Alors, vous avez vu que
comment est-ce que ça peut aussi devenir un business. À la fin, on a vu qu'il y a des experts qu'on peut appeler pour nous apprendre les habitudes, bien sûr, pour la vie, comment vider, comment ranger, comment trier, tout ce qui est là dans ces placards. Alors, c'est vraiment la tendance aujourd'hui que même si on dit que ça coûte trop cher, comment on doit les appeler, pourquoi on doit les appeler, après ils justifient en disant que, bien sûr, parce que c'est une habitude, c'est un concept que vous allez comprendre et ça va vous aider à vraiment organiser votre vie pour toujours. Voilà. Et au début, on a vu que même c'est une stratégie de marketing de pousser les gens vers ces achats impulsifs. Et puis, comment est-ce qu'on va se débarrasser de tout ça et puis trouver une vie simple et saine, et surtout à travers ces approches-là. Et on peut aussi devenir les extrémistes. On en parlait, on a vu que ce monsieur à qui on a demandé est-ce que vous êtes extrémiste parce que votre consommation, vous avez complètement baissé votre consommation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et donc, il faut vraiment trouver une limite. Puis, c'est aussi, comme on dit en français, il faut trouver un équilibre entre les deux par un terrain commun d'entente. Voilà. Et je vous ai préparé un petit document pour vous parler de ces peurs. Et quelles sont ces peurs? Alors, regardez bien, parce qu'on a peur de quoi? Alors, expliquer le minimalisme aux gens, des fois, c'est compliqué. Et pourquoi? Parce qu'on a peur. Et les enfants, les adolescents, les adultes, toute personne a ses peurs. Et pourquoi? Alors, regardez bien. Alors, c'est difficile. Mais pourquoi c'est difficile? Alors, les enfants apprennent par le jeu et les objets. Ils associent les jouets à la joie et à la récompense. Ils ont une pensée concrète. Ils comprennent ce qu'ils voient et touchent. Et alors, on ne peut pas éliminer tous les jouets comme ça de la chambre d'un enfant. Et puis aussi pour moi, peut-être interprété comme privation. Parce que bien sûr, quand on est adulte, on peut dire que moi, c'est plus. Mais moi, pour un enfant, peut-être c'est la privation. Et comment ce qui fonctionne pour un enfant, expliquer à travers des histoires, on peut montrer que partager, ça rend heureux, et aussi ranger ensemble et choisir leurs jouets préférés, et puis valoriser la qualité plutôt que la quantité. C'est compliqué à cet âge, mais quand même, c'est aussi le bon moment de vraiment les imprégner dans ces aspects-là. Avec les enfants, il faut parler de choix et non de restriction. On ne peut pas parler de la restriction, mais plutôt on peut parler de choix. Et puis, expliquer le minimalisme aux adolescents, ça c'est compliqué, parce qu'on voit que l'adolescence est une période de construction identitaire. Les objets, par exemple les vêtements, les gadgets, les marques deviennent des symboles sociaux. Et forte influence des réseaux sociaux et du regard des autres, ça existe. Et pour eux, posséder égale appartenir. Et donc, pour les enfants, on a vu qu'ils ont peur de perdre le plaisir. Par contre, les adolescents, ils ont peur de perdre l'appartenance. Comme on a dit que tout le monde s'intéresse à appartenir à un tribu, une communauté, une société, un groupe. Alors, dès qu'on leur demande de vraiment rejeter tous ces objets autour d'eux, alors ils ont peur de perdre cette appartenance. Et puis, qu'est-ce qui fonctionne pour les adolescents? Alors, il faut leur parler de la liberté financière. Il faut montrer le lien entre consommation et pression sociale. Je pense qu'on nous a parlé de ce que c'est la pression sociale. Voilà, et donc il faut leur en parler. Et puis aussi expliquer le minimalisme comme indépendance et non comme manque. Alors, avec les adolescents, il faut parler de liberté et d'autonomie. Et puis, expliquer le minimalisme aux adultes. Je pense que ça, c'est pas toujours facile parce qu'après, il y a aussi cet attachement émotionnel aux objets et peur de manquer, habitude ancrée depuis des années et puis pression du statut social. Les adultes accumulent souvent par sécurité ou par peur. Et ce qui fonctionne pour des adultes, c'est que mettre en avant la sérénité mentale, expliquer le gain de temps et d'énergie, parler de l'écologie et de la responsabilité. Et avec les adultes, il faut parler de paix intérieure et sens. Alors, le minimalisme est difficile à expliquer à tous, mais pour des raisons différentes. Enfants, c'est la peur de perdre le plaisir.
Les adolescents ont peur de perdre l'appartenance et pour les adultes, c'est la peur de perdre la sécurité. Alors, au fond, le minimalisme touche toujours à une chose et notre rapport à la peur et à l'attachement. Voilà. Donc, c'est compliqué des fois de vraiment s'en sortir. Mais il faut comprendre et petit à petit, on peut y arriver. Maintenant, j'aimerais bien vous parler comment adopter, comment le faire, comment entamer. Si vous avez envie de le faire, alors comment est-ce qu'on peut le faire? C'est-à-dire comment on peut mettre en pratique cette approche, le minimalisme, cette approche du minimalisme. Alors pour ça, je vous montre. Voilà, une image ici. OK, et donc maintenant on va parler comment arriver à la faire, c'est-à-dire cette approche minimalisme. Alors tout d'abord, il faut clarifier son intention. Avant de commencer, pourquoi voulez-vous devenir minimaliste? Est-ce que c'est pour réduire le stress, gagner de l'espace, faire des économies ou vivre plus simplement? Il faut définir sa question, son objectif. Alors, après, il faut commencer petit à petit, ne pas tout faire en une seule fois. Ça, c'est impossible. Choisir une pièce ou un tiroir, éviter de commencer par les objets émotionnels. Il faut toujours éviter de commencer par les objets émotionnels. Sinon, on ne va jamais avancer. Pourquoi? Parce que dès qu'on on trouve quelque chose à jeter et qu'on est transporté au passé, on passe des heures et des heures et on ne voit pas le temps passer. Et après 2 heures, 3 heures, on se dit non, je ne vais pas le jeter. Et parce on a fait un voyage du passé à travers des émotions. Et fixer un temps limité, on se dit, je ne vais pas passer 3-4 heures, ça va être entre 30 minutes et 40 minutes, à avancer progressivement. Et donc, le minimalisme est un processus, pas une course. Et puis, trier par catégorie, il faut avoir des méthodes efficaces, par exemple, vêtements, livres, objets décoratifs, ustensiles de cuisine, produits de beauté, documents. Pour chaque objet, posez 3 questions. Quelles sont ces 3 questions? Est-ce que je l'utilise? Est-ce que je l'aime vraiment? Et à la fin, est-ce qu'il a une réelle utilité pour moi? Après, il faut créer 4 piles. Quelles sont ces 4 piles? À garder, à donner, à vendre et à la fin à recycler ou jeter. Ne pas garder au cas où. Dès que vous avez dans votre tête au cas où, ça reste tout le temps avec vous. Travaillez sur l'aspect mental, c'est-à-dire accepter que les souvenirs ne sont pas dans les objets, bien sûr. On ne peut pas complètement éliminer cet aspect-là, mais quand même, il faut se poser la question. Comprendre que posséder moins ne signifie pas perdre. Remplacer l'achat impulsif par la réflexion, éviter les comparaisons sociales. Et puis, nous avons une autre étape, c'est contrôler les nouvelles entrées. Appliquer la règle. Il y a une règle d'or, c'est un objet qui entre, un objet qui sort. Et de plus, il faut attendre 30 jours avant un achat non essentiel, privilégier la qualité à la quantité et à la fin, éviter les achats émotionnels. Organiser intelligemment, qu'est-ce que ça veut dire? Donner une place précise à chaque objet, éviter le stockage inutile, simplifier la décoration et laisser des espaces vides parce que le vide est reposant. Voilà, dès qu'on trouve il y a beaucoup d'espace autour de nous, ça nous allège la vie et ça nous fait du bien aussi. Il faut adopter une consommation consciente, acheter seulement si nécessaire, favoriser le durable, réparer avant de remplacer, louer ou emprunter si possible. Et ensuite, avancer avec bienveillance. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire ne pas culpabiliser, accepter les erreurs, faire évoluer progressivement son mode de vie et à la fin se concentrer sur les bénéfices. Calme, clarté, liberté. Et à la fin, ce qui est le résultat attendu, c'est maison plus aérée, esprit plus léger, moins de stress et plus de temps pour l'essentiel. Je pense que si on le fait étape par étape, on va y arriver. Est-ce que vous avez déjà commencé à faire des tri chez vous? Ou bien dans votre tête? Voilà. Et comme d'habitude, je vous ai préparé un petit document que je vais partager avec vous dans notre groupe WhatsApp aussi après cette séance. Alors, il y a quelques termes que vous allez voir ici liés à ce concept de minimalisme. Alors, et donc le désencombrement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire action de retirer les objets inutiles, trier son armoire et donner les vêtements qu'on ne porte plus depuis 1 an. Et donc, ça, c'est bien, c'est important. Puis, la consommation consciente. Qu'est-ce que ça veut dire? Acheter avec réflexion et intention. Se demander, en ai-je vraiment besoin avant d'acheter un nouvel appareil?
La simplicité volontaire, c'est-à-dire choisir volontairement un mode de vie simple, préférer un petit appartement confortable plutôt qu'une grande maison coûteuse. Voilà, ça me fait penser à Janet parce que c'est bien, c'est la simplicité et ça nous fait du bien aussi. Très bien. Ensuite, c'est l'essentiel, se concentrer sur ce qui est vraiment important, investir dans des expériences, voyages, formations plutôt que dans des objets. La règle du 1 pour 1, c'est-à-dire un objet entre, un objet sort. Acheter une nouvelle paire de chaussures et donner une ancienne. L'attachement émotionnel, c'est-à-dire la difficulté à se séparer d'objets liés aux souvenirs. Garder une vieille carte d'anniversaire, même si elle prend de la place. La surcharge mentale, qu'est-ce que ça veut dire? Trop d'objets créent du stress invisible. C'est vrai, une cuisine pleine d'ustensiles inutilisés des fois rend l'espace oppressant. Ensuite, la qualité plutôt que la qualité plutôt que la quantité. Acheter moins mais mieux. Acheter un manteau durable au lieu de 3 manteaux bon marché. Ensuite, le minimalisme numérique, c'est-à-dire réduire le désordre digital, supprimer les applications inutiles et limiter le temps sur les réseaux sociaux. Ensuite, l'espace vide, c'est-à-dire accepter que le vide est positif. Laisser un mur sans décoration pour créer une sensation de calme. Et puis l'achat impulsif, c'est-à-dire acheter sous l'effet de l'émotion, commander un gadget en ligne juste parce qu'il est en promotion. Non, faire attention. Puis le détachement matériel, ne pas définir son identité par ses possessions. Comprendre que posséder une voiture de luxe ne définit pas sa valeur personnelle. Et à la fin, le tri par catégorie, c'est-à-dire organiser le désencombrement par type d'objet, trier tous les livres avant de passer aux vêtements. Et puis, intentionnalité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire vivre avec intention et cohérence, décorer son salon uniquement avec des objets qui ont une vraie signification. Et à la fin, le minimalisme durable, c'est-à-dire associer minimalisme et écologie, acheter des produits réutilisables au lieu d'objets jetables. Voilà. Et donc, ce sont les termes importants qu'on voit dans ce domaine qu'on a vu, c'est le minimalisme. Et comme on est presque vers la fin de notre séance d'aujourd'hui, alors pour terminer, on peut comprendre et on peut dire que le minimalisme n'est pas un manque, mais un choix conscient. Il libère l'espace, apaise l'esprit et recentre sur l'essentiel. Et puis, en simplifiant notre environnement, nous simplifions aussi notre vie pour laisser plus de place au calme, au sens et à l'équilibre. Voilà, c'est tout de mon côté. Merci beaucoup de votre présence et de votre participation si active. Bonne soirée, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Ouais, merci. Merci, Jeff. Merci à vous, que je suis ravi d'être venu. Merci. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Au revoir.